Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à cette émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler des travaux publics. Pour en parler, nous avons un invité à ce plateau de la télévision nationale. Dans cette émission Parlons-en, nous avons M. Kaba Kadiata Mamoudou. Il est le secrétaire général du ministère des Travaux publics de la République de Guinée. Aujourd'hui, donc, nous allons parcourir les routes nationales, les routes internationales, voir quelles sont les prévisions d'investissement sur nos routes, voir également qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment pour relooker nos différentes routes nationales et internationales. Avec donc notre invité à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Monsieur Kaba, est-ce qu'on peut savoir quelle est la situation du département des travaux publics aujourd'hui? La situation des travaux publics, je commencerai par expliquer aux auditeurs notre mission. La mission de notre département est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'infrastructures routières qui consiste en la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes en vue d'assurer une mobilité durable aux usagers et leurs biens. Sur tout le territoire de la Guinée, avec un système du réseau routier fiable et efficace. Monsieur Kaba, est-ce qu'on peut savoir combien de kilomètres de route dispose la Guinée et quel est l'état de ce réseau routier? Combien de kilomètres? Nous avons différentes catégories de routes en Guinée. Il y a les routes nationales. Nous avons sur les routes nationales, il y a 7600 kilomètres de routes nationales. Et sur les 7600 kilomètres, nous avons 2260 de revêtus. Donc avec le goudron et le reste. Donc l'écrasante majorité reste en terre battue encore. Il y a également les routes préfectorales qui représentent un peu plus de 15 000 kilomètres, à peu près 15 500 kilomètres de routes. Ça, c'est les routes en terre, les routes préfectorales. Il y a également à peu près 21 000 kilomètres de routes communautaires. Et à peu près une estimation de l'ordre de 2000 km de voirie, mais je précise que ces trois dernières catégories, donc les routes préfectorales, communautaires et voiries, sont sous-estimées. Et nous avons lancé un travail dans ce sens pour actualiser toutes les données. Et par contre, les chiffres des routes nationales, ça c'est évident. Oui, parlez-moi à présent du plan national de construction de ces routes ou de reprofilage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. De reprofilage, on parle de reprofilage sur les routes qui sont en terre. Et il y a très souvent, comme c'est les routes en terre, ce n'est pas les routes définitives, je dirais. Tant qu'une route n'est pas construite de manière définitive, si c'est les reprofilages, c'est les routes provisoires. Et là, il y a un entretien qui se fait chaque 3 ans à peu près sur ces routes-là. Et nous avons lancé récemment un appel d'offres sur 32 lots. Donc pour désenclaver, pour faire le reprofilage et faire également des travaux d'ouvrage, les dallos, les petits ponts sur les routes qui relient les sous-préfectures aux préfectures ou les villages aux sous-préfectures, aux chefs-lieux des localités. Et ça a été lancé un peu partout dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Et le plan stratégique, la construction de nos routes? Et le plan stratégique s'articule dans le PNDS. Le PNDS, qui est un programme ambitieux pour la Guinée, a en son sein 19 projets. 19 projets qui concernent les infrastructures routières. Et parmi ces 19, nous avons 3 catégories. Il y a des routes qui sont hyper prioritaires, il y en a moyennement prioritaires, il y a d'autres qui sont qualifiées de prioritaires. Mais tous ces routes, tous ces 19 projets
devrait être engagé avant 2020. Quels sont les critères de classification de prioritaires, moins prioritaires et encore plus faibles prioritaires? Les critères sont simples. On prend l'importance de la route pour l'économie nationale et sous-régionale. Ça détermine, quand je prends par exemple les 4 routes qui sont dans les projets prioritaires, vous avez Koya, l'axe Koya, Kindia, Mamou jusqu'à Dabola, qui se trouve sur la route nationale numéro 1, qui est la colonne vertébrale de notre réseau routier. Vous avez comme deuxième projet la voirie urbaine de Conakry. On connaît l'état de notre voirie et l'importance de la capitale Conakry pour l'économie nationale. Vous avez également un axe très important, c'est l'AB Mali-Kédougou, qui est hyper prioritaire également. Et ça se trouve dans le PNDS. Et nous sommes à la recherche des financements pour les 2 premiers projets que je viens de citer, sont dans les projets chinois. Nous sommes très avancés dans les négociations avec les banques chinoises pour les financements. Et là, le 3e projet est Mali-Kédougou, et frontière Sénégal. Nous avons un accord de principe avec la BID, la Banque islamique de développement, pour nous financer ce projet-là. Et ça aussi, les études de faisabilité sont là et je pense que d'ici peu, on va parvenir à un accord définitif avec la Banque islamique de développement pour lancer ce projet d'importance capitale. Monsieur le secrétaire général, les travaux ont été entamés pour la construction de certaines routes, notamment la route Kissidougou-Kankan. Oui. Et jusque-là, ils ne sont pas terminés. Alors, est-ce qu'on peut savoir quel est le niveau d'exécution et quel est le niveau de décaissement? Et s'il y a retard, qu'est-ce qui retarde ce projet? La route, ça c'est 2 projets. Kankan-Kissidou et Kankan-Mandiana, c'est des projets qui ont été lancés avec un financement de la Banque centrale. Et le niveau des paiements, je pense, les entreprises ont été payées pour ces travaux. Mais ce qui a été fait, c'est que les citoyens doivent comprendre que ces projets, à la base, je prends Kankan Kissidou, c'était un projet de 300 millions d'euros. Mais vu l'état de nos finances, on a divisé le projet en tranche ferme et tranche optionnelle. La tranche ferme, parce que c'est l'argent qu'on pouvait débloquer tout de suite. Et la tranche optionnelle, on va continuer à chercher le financement. Une fois qu'on aura, on va compléter. Mais la tranche ferme, ça ne vaut même pas 25%. C'était de l'ordre de 15 à 20%. C'est l'argent qu'on avait. Et c'est ces travaux-là qui ont été engagés. Donc, on ne peut pas s'attendre que les travaux soient terminés parce qu'on n'a pas les financements encore. Certains me questionnent, pourquoi vous n'avez pas le financement et vous engagez les travaux? J'allais revenir à la même question. Ah oui, mais ça se passe comme ça. Les travaux d'infrastructure routière sont des travaux qui demandent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et il y a des travaux qui peuvent être lancés aujourd'hui parce qu'on a un peu de sous, mais on les lance, on fait les travaux qui doivent être exécutés avec cet argent et on continue à chercher les financements. Et un projet qui a déjà démarré, dont on est à la recherche de financement, on est plus proche de décrocher les financements qu'un projet X qu'on ne connaît pas, qu'on arrive à peine à identifier sur une carte. Mais quand je vais chez les banquiers, voilà, je suis à la recherche de financement pour un projet. Et ce projet est très important pour mon pays. Nous avons engagé déjà les travaux sur X kilomètres. Il est plus facile
que les banquiers vous suivent pour le financement du reste. On en est là pour ces projets-là, ces deux projets. Il y a la transferme entre Kankan et Mandiana est complètement terminée. La transferme entre Kankan et Kissoudou, ça c'est en cours. On n'a pas encore achevé ça. L'entreprise avait arrêté pour cause des pluies, mais les travaux ont repris. Donc ça veut dire que la transferme va finir pendant cette saison sèche? Oui. Elle fait combien de kilomètres? Et ça va faire, bon, elle fait combien de kilomètres? Ça c'est aussi une question qu'il faut expliquer aux gens. Parce que là, c'est pas, on n'a pas pris, on fait tel kilomètre de bitumage et c'est fini. Il y a un périmètre qui avait été défini, et les 40 km des Cancans vers Kissoudou. Et dans ce périmètre des 40 km, il y a des travaux de terrassement qui sont réalisés, il y a des travaux de fondation qui sont réalisés, il y a des ouvrages qui sont en cours de réalisation et nous allons, finaliser 20 km. Donc il y a 20 km qui seront bitumés dans l'argent qui avait été débloqué pour la transferme. Et du côté de Mandiana, également dans la transferme, on a évolué dans 40 km de périmètre. Donc quand on dit on évolue dans 40 km de périmètre, ça ne veut pas dire qu'on va réaliser 40 km de bitume sur ça. C'est qu'il y a un tronçon qui sera bitumé, et en l'occurrence c'est 17 km en a bitumé. Il y a eu 53 ouvrages qui ont été réalisés sur le tronçon dans un périmètre de 40 km. Il y a eu des travaux de terrassement dans le périmètre de 40 km. Donc les prix unitaires étaient là, bien définis dans le contrat global, mais vu qu'on ne pouvait pas débloquer tous ces montants-là, on s'est dit on ne va pas éparpiller sur tout le tronçon, parce que si on disait on va faire les terrassements sur tout, on ferait que les terrassements, dans ce montant-là, on ne pouvait même pas faire des couches, des bases. Et là, ça allait être une perte. Donc, on n'a pas éparpillé trop. On s'est limité dans les périmètres de 40 pour réaliser ce qu'on pouvait faire dans ça. Monsieur Kadiata Mamoudou Kaba, il y a des routes dont les études, vous l'avez dit tout à l'heure, d'impact économique sont avérées. Je reviens sur la route Labé-Mali, frontière Kédougou. Oui. Et est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui retarde le financement? Puisque vous avez dit que la Banque islamique de développement a manifesté son intention de financer, mais est-ce que cette intention, c'est pour toute la route ou bien c'est pour une partie de la route? Est-ce que vous avez les possibilités de trouver le gap, par exemple, au niveau du PNDS? Le gap, justement, au niveau du PNDS, c'est sûr. Ça, c'est un projet parce qu'on souhaite avoir des projets comme ça où on a des études de faisabilité, parce que c'est plus simple par la suite. Et la Banque islamique de développement a promis un financement, mais pas la totalité. Ils vont financer à hauteur de 70%. Mais le gap, c'est beaucoup. Le gap qui est là, il va falloir trouver. Donc, avec le PNDS, on a eu une promesse. Il y a plus de 21 milliards de financement. 21 milliards de financement. Là, on va mettre à profit, on va soumettre ce projet-là pour trouver le gap. À part ça, également, il y a la BADEA et le fonds cohésien qu'on est en train de voir également pour trouver le gap. Et le gap va être trouvé. On peut s'attendre au démarrage de cette route dans les années à venir, dans les mois et années à venir. Et dans les mois, je dirais, dans les années à venir, oui. Parce qu'il faut savoir qu'un projet routier, quand on initie un projet routier, il y a le degré de maturité. Il faut lancer l'idée du projet, il faut faire les études de faisabilité. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Pour cette route. Il faut faire les études d'exécution, donc l'APD, l'APS, l'APD. Et quand on finit de faire ça, il faut lancer l'appel d'offres. Quand on lance l'appel d'offres, il faut adjuger et il faut commencer à mobiliser les premiers fonds pour le démarrage effectif des travaux. Là, ça ne se fait pas
en quelques mois. Là, on a besoin, et ce n'est pas spécifique à la Guinée seulement, c'est comme ça partout. Si je prends le Canada que vous connaissez, je pense que même quand l'argent est là, les procédures, il faut dans les 20 mois pour que les premières machines soient là sur chantier pour commencer à faire les travaux réels. Vous avez parlé d'adjudication de marché à l'intérieur du pays. Nous avons vu des entreprises qui ont eu des marchés, des marchés de reprofilage des routes, et ils n'avaient pas réellement la capacité technique de réaliser les travaux. Certains même ont mis juste la couche de poussière, et puis après, quand la pluie est venue, tout est parti. J'ai même vu Madame la ministre des Travaux publics se fâcher sur une des voies où elle a demandé carrément à l'entreprise de reprendre le travail qui a été fait. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les procédures d'adjudication des marchés au niveau du ministère des Travaux publics? Les procédures au niveau du marché, les procédures d'adjudication des travaux au ministère des Travaux publics, c'est les mêmes procédures qu'ailleurs en Guinée. C'est qu'en Guinée, c'est le marché public. Son nom l'indique, c'est le marché public qui a autorité d'adjuger tous ces marchés-là, tous ces contrats. Quand on lance un appel d'offres, là, le reste, c'est dans les mains des marchés publics. Voilà comment ça se passe, les procédures. Et quand il y a un projet qui est initié, le département des travaux publics élabore un DAO, un dossier d'appel d'offres. Bon, le dossier d'appel d'offres, ça peut être un appel d'offres maintenant restreint ou ouvert à tout le monde, international, et ça dépend. Par contre, il y a un dossier d'appel d'offres qui est élaboré par le département des travaux publics. Ce dossier est transmis à l'ACGP pour la non-objection. Quand l'ACGP signe, donne non-objection ou retourne avec des remarques, on doit lever ces questions-là. Ces remarques sont corrigées, le document est corrigé et renvoyé à l'ACGP. À partir du moment où on obtient la non-objection, le cahier, le dossier d'appel d'offres est transmis au marché public et c'est publié dans le journal officiel. Et à partir de ce moment, les marchés publics commencent à travailler sur les dossiers. Une fois que les offres entrent, il y a les équipes là-bas au marché public qui analysent les offres déposées par les différentes entreprises. Et il y a bien sûr quelques personnes qui quittent le département, qui rejoignent les marchés publics pour participer au dépouillement. Et ça prend le temps que ça prend parce que des fois ça prend beaucoup de temps. Ils ont en charge tous les marchés de la Guinée. Et une fois le rapport finalisé, ils envoient le rapport pas au ministère des Travaux publics, mais à la CGP pour la non-objection. Une fois que c'est validé par la CGP, on retourne au marché public, la non-objection. C'est en ce moment que les marchés publics transmettent au ministère des Travaux publics la liste des entreprises qui ont gagné les différents lots de marché. Et à partir de ce moment, le ministère des Travaux publics, nos différentes directions, commencent à préparer les contrats pour les entreprises. Une fois que les contrats sont prêts, les contrats sont signés par l'entreprise, sont signés et non. Une fois que les contrats sont prêts, on va encore au marché public pour la négociation du contrat. Donc l'entreprise est invitée et il y a des représentants du ministère des Travaux publics, il y a les marchés publics. Là, ils discutent des différents points du contrat pour finaliser le contrat. Une fois que c'est finalisé, c'est signé par l'entreprise en première position. En deuxième position, par le ministre des Travaux publics, c'est envoyé à la CGP pour la signature de l'administrateur des grands projets.
Et après ça, ça va au ministère des Finances pour la signature. Une fois que c'est signé, là, il faut enregistrer. Et après l'enregistrement, le contrat devient valide et on commence à planifier le début des travaux. Il n'y a pas de contrôleur à l'intérieur. Il faut attendre, par exemple, que la ministre passe pour constater que c'est mal fait. Ou bien il y a ce représentant, ce démembrement, qui lui remonte l'information avant. Et il y a, pour les grands projets, tous les projets d'envergure, il y a une mission de contrôle. Il y a une mission de contrôle. Mais pour les petits projets, sur les routes préfectorales et communautaires, en principe, même il y a des missions de contrôle qui sont recrutées. Et la mission de contrôle représente, c'est son rôle, représente l'administration vis-à-vis de l'entreprise sur le chantier. Donc, quand il y a des défaillances, la mission de contrôle attire l'attention de l'entrepreneur et fait un courrier, adresse à l'autorité compétente. Donc, s'il y a des mesures à prendre, nous prenons en ce moment des mesures. Mais il y a certains petits travaux qui sont contrôlés par les démembrements du ministère des Travaux publics à l'intérieur du pays. On a les directeurs préfectoraux des travaux publics, il y a également les directeurs régionaux des travaux publics. Voilà. Mais en général, pour tous ces chantiers, on recrute des missions de contrôle, les bureaux de contrôle. On parle aujourd'hui d'un plan d'urgence au niveau de votre département. Quelles en sont ces articulations? Le plan d'urgence, c'est une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, après avoir constaté l'état pitié de nos routes, a demandé à notre département d'élaborer un plan d'urgence pour faire la réhabilitation de nos routes. On s'en souvient, en 2016, l'état du réseau routier à Conakry, et surtout sur ces axes, sur ces principaux axes, les axes d'accès au Kaloum, étaient vraiment pitoyables. Et les routes nationales également. Donc, suite à ça, nous avons élaboré un plan. Nous avons déterminé les axes importants du réseau routier au niveau de la voirie urbaine de Conakry et au niveau national également, les routes nationales. Et le montant pour refaire toutes les routes, c'est sûr que c'était gigantesque, on ne pouvait pas en faire. Donc il y a eu une sélection des routes d'importance capitale. Si je prends les routes nationales, c'est la route nationale numéro 1 qui avait été privilégiée de Koya jusqu'à Daboula. Et également la route de Mamou jusqu'à Labé. C'était dégradé. Et également sur la RN2, il y avait Sérédou-Zérékoré. Sérédou-Zérékoré, ça c'est en cours aussi. Donc ces routes-là avaient une importance capitale pour l'économie nationale. Il fallait engager les travaux de semi-réhabilitation parce que ce n'était pas, il faut le préciser, ce n'était pas une réhabilitation complète. Quand on prend une route, vu qu'on n'a pas assez de moyens pour refaire tout, là, on a essayé, avec la mission de contrôle qui est Louis Berger, on a essayé de voir sur chaque tronçon quelles sont les parties les plus dégradées pour corriger ces parties. Mais pour corriger, le principe était clair. On va en profondeur. On ne venait pas pour mettre une couche d'asphalte et puis c'est parti après quelques mois. Ce qui explique que chaque année, on reprend. Ah oui, si on fait ça chaque année, on reprend. Mais par contre, si on va en profondeur tel qu'on a fait, on ne reprend pas chaque année. On ne reprend pas chaque année, mais sur les parties qui ont été touchées. Bien sûr. Parce que ça, c'est important. Quand j'attends, certains disent aujourd'hui, ah, la route qu'ils viennent de faire entre Koya et Kindia, il y a encore des trous dedans. Ah oui, il va y avoir des trous. Parce qu'on n'a pas fait une réhabilitation complète. On a traité des zones critiques,
on a traité ces zones critiques-là de manière correcte, en profondeur. On a fait les couches de fondation, les couches de base et puis la couche de roulement. Ça a été fait et en bon matériau. Avant, on les faisait en latérite seulement, mais on a fait la couche de base. Cette fois-ci, en granit concassé. C'est plus résistant, ça dure plus longtemps qu'une couche de base en latérite. Et une couche d'asphalte seulement. Donc, ça, les parties qui ont été traitées, il faut faire la différence. Ces parties vont tenir encore des années. Mais les parties qui n'ont pas été touchées, oui, c'est normal, il y aura des trous. On va s'en occuper, mais progressivement. Si je prends un exemple, ce qu'on a pu réhabiliter sur les routes nationales, parce que je vais revenir sur Conakry, ce qu'on a fait. Nous reviendrons sur les routes nationales. On a quand même réhabilité une longueur totale de près de plus de 600 km. 600 km. Et avec quel budget? Y compris les voiries. Et on parle de 600 et quelques milliards. En réalité, ça fait combien de dollars? Ça ne vaut pas 10 millions de dollars. On a quand même fait 600 et quelques kilomètres, plus la voirie de Conakry dans ça. Sinon, et pour faire 160 km de routes, la construction, on ne parle pas de 10 millions de dollars, là. On parle de plus de 150 millions de dollars. Donc, il faut voir le niveau des services qu'on donne en Europe. Quand on n'a pas assez d'argent, on fait une réhabilitation partielle. Quand on a suffisamment d'argent, quand on lève des fonds, là, on reconstruit. Il faut que les gens fassent la différence entre reconstruction et réhabilitation partielle ou totale. C'est différent encore des nids de poules qu'on traite. Parce que quand on traite des nids de poules, j'entends aussi des commentaires. Ah, ils étaient là le mois passé, ou il y a 2 mois, ils étaient en train de travailler sur ce tronçon. Maintenant, ils sont là encore. Oui, mais c'est continuel. Ça va être comme ça. C'est comme ça partout. Quand on traite des nids de poules, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent ou bien on ne veut pas engager beaucoup d'argent. On fait les travaux qu'on appelle palliatifs. C'est des travaux palliatifs. C'est pour augmenter le confort de circulation. On s'occupe des nids de poules. Mais quand le degré de dégradation est très poussé, ce n'est plus les nids de poules, ce n'est plus un tapis, il faut réhabiliter complètement la route. Monsieur Kadiata Mamoudou Kaba, vous parlez de plan d'urgence, par exemple à Kaloum, où le ministère de l'Aménagement du territoire, le ministère de la Ville, parle de plan, de plan d'aménagement. N'y a-t-il pas chevauchement de financement ou dispersion des moyens? Non, il n'y a pas de dispersion des moyens ni chevauchement. Les plans d'urgence à Kaloum, ce n'est pas à Kaloum seulement. Les plans d'urgence à Conakry a touché les principaux axes que je vais citer. Il y a la Corniche Nord, de Belvédère jusqu'à 8 novembre. Et là, on s'en souvient en 2016, en saison hivernale, il arrivait des moments où les voitures n'empruntaient pas cette voie-là parce qu'ils ne pouvaient pas circuler. C'était une grande piscine. Là, ça a été réhabilité et la partie que les gens voient, ce n'est pas ça seulement. Il y a eu des grands travaux d'assainissement. Les exutoires qui drainaient les eaux vers la mer étaient complètement bouchés. On a fait des constructions en coupant les exutoires, donc l'eau ne s'écoulait plus, l'eau n'allait plus là où elle devrait aller. Ce qui explique pour ceux qui connaissent Conakry de l'hôtel Kamaen, l'hôtel Palm Kamaen, à la clinique Ambroise Paré, les véhicules ne passaient pas parce qu'il y avait complètement un lac. Oui. Il y avait un lac que je qualifie des fois de piscine, et parce que l'eau n'avait pas où aller. Donc ça stagnait sur la chaussée et des fois vous aviez ça de profondeur, donc les petites voitures ne pouvaient même pas s'hasarder à passer là-bas. Et là, on a refait complètement, on a rehaussé le niveau de la chaussée et nous avons exécuté les exutoires qui étaient détruits par les riverains. Et là, nous avons un tronçon bien fonctionnel maintenant.
Et sur la corniche sud du 1er mars jusqu'à Total Madina, Mafanko, là aussi on a fait des gros travaux. Là on a même 2 couches d'asphalte sur la bande de roulement. Et ça a été fait en grave bitume, vu que cette route était trop dégradée, mais la cause, il y a beaucoup de camions qui empruntent. Non seulement des camions, mais il faut voir aussi la pente à partir du marché Madina qui déverse l'eau. Et il n'y a pas de possibilité d'aller vers la mer. Oui, il n'y avait pas de possibilité. Mais on a refait également sur cette corniche, on a refait des exutoires. On a refait des exutoires pour que l'eau puisse circuler normalement. Il y a des familles qui étaient inondées, qui ne sont plus inondées quand il y a des grosses pluies. Là, mais au niveau des assainissements, il faut également qu'on sensibilise la population de cesser de jeter des ordures de toute nature dans les caniveaux. Et là, pour revenir à votre question, on a fait également sur Faban qui désengorge aussi l'autoroute en cas d'embouteillage. Là aussi, on a fait la semi-réhabilitation. On a refait également la route de Donka, de la morgue en face de Faisal, l'entrée de Faisal, jusqu'au rond-point de Donka, ça a été refait. De rond-point de Donka jusqu'à Dixon Terrace, on a également refait la majeure partie. Les parties qui étaient bonnes, d'après les tests, on les a laissées intactes, mais les parties qui ne répondaient plus, là, on est allé en profondeur pour refaire les travaux. Et également, de Dixon Terrace jusqu'à l'échangeur Madina, on a fait également des travaux à ces endroits. Monsieur le secrétaire général, je reviens encore à Kaloum. Oui. Nous avons vu le ministère de la Ville, avec notamment le projet de la coopération marocaine sur l'aménagement de la ville. Oui. Alors que vous êtes en train de réhabiliter des zones. Est-ce que, justement, je reviens sur ma question, est-ce qu'il n'y a pas de déperdition financière? Parce que l'investissement qui est fait pour ce plan d'urgence, et il y aura un autre investissement qui va reprendre cette fois-ci toute la voirie. Est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage à ce niveau? Non, il n'y a pas de gaspillage. Et là où il y a chevauchement, je dirais, au niveau du rond-point du port. Mais c'est la même chose qui revient si on dit il y a les Chinois qui vont venir nous faire la RN1. La route nationale numéro 1, où on a fait des réhabilitations partielles de Koya jusqu'à Dabola, ça va être complètement reconstruite. Et il y a des courbes qui vont être redressées par les projets chinois. Mais si on disait en 2016, fin 2016, qu'on ne va pas faire des travaux de réhabilitation partielle sur cet axe, parce qu'on attend les Chinois qui vont financer la reconstruction de cette route, la route serait coupée aujourd'hui, mais totalement coupée. Totalement coupée. Donc, même quand on a un projet en vue, on ne reste pas les bras croisés pour attendre le démarrage effectif du projet sans corriger les défections, les malfaçons ou les dégradations. On ne fait pas tous les travaux, mais pour permettre la libre circulation, il faut faire de manière continuelle au risque de voir le tronçon coupé. Donc, les niveaux de dégradation du rond-point de port avaient atteint un tel niveau, il fallait intervenir. Mais ça n'a rien à voir avec les travaux qui vont être engagés par les Marocains. Quand les Marocains viendront, et il y a des Chinois qui doivent venir aussi pour la voirie de Conakry, mais les deux départements se parlent, vont continuer à se parler. Si les Marocains interviennent, je prends un exemple sur le boulevard des Commerces ou le boulevard Tili Diallo, et les projets chinois n'interviendront pas là. Même si les Marocains interviennent sur toutes les routes, si ça sera à un moment donné qu'ils vont intervenir sur toutes les routes de Kaloum, on va sortir les Chinois de Kaloum. Les Chinois ne feront rien à Kaloum, ils vont se concentrer sur les autres. Parce qu'on en a trop, on a trop de voiries, le besoin est énorme.
même 2 fois les investissements qu'on a présentement, on ne finira pas à réaliser toutes les voiries de Conakry. Monsieur le secrétaire général, il n'y a que plusieurs points de rénovation de nos routes sont ouverts en même temps, ce qui crée d'énormes embouteillages. Quand je prends par exemple non seulement le rond-point du port dont vous parlez, et il n'y a que vers le marché Niger, il y a aussi un autre point, et du coup l'artère qui est là est un peu asphyxiée, donc la circulation n'est pas aussi dense. Est-ce que vous avez estimé ce que cela cause à l'économie? Oui, nous avons estimé ce que cela cause à l'économie, surtout ce que cela va profiter à l'économie après les travaux. Et vous devez savoir, nous sommes dans une zone où la pluviométrie est très très élevée. Donc nous n'avons pas toute l'année à travailler. Même si, je répète encore, il y a des travaux qu'on peut faire en pleine saison pluvieuse. Bien sûr, il faut prendre des précautions. On ne bitume pas quand il pleut. Mais on est très limité en saison pluvieuse. La bonne saison, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut lancer ces travaux. Et c'est pas, si on dit, on attend tel endroit, quand on finit complètement le rond-point du port, on va entamer ailleurs. Là, on sera pris par le temps. Donc, il faut bien sûr changer un peu la manière de circuler dans Kaloum et on se met en rapport avec la police routière pour ça. Il y a des réunions avec eux qui se tiennent dans mon bureau personnellement pour parler de ça, pour parler de la circulation et de la sécurité. Et pourquoi routière. les entreprises ne privilégient-elles pas les travaux de nuit ou de week-end? Par exemple, nous les voyons venir en même temps que les travailleurs et les week-ends ils ne sont pas là, parfois la nuit ils ne sont pas là. Est-ce qu'à ce niveau vous y avez pensé? Les entreprises ont commencé à travailler de nuit, de plus en plus. Ça n'existait pas du tout, tout était pendant le jour, mais on leur avait expliqué que oui, il y a bien des travaux qui peuvent se faire la nuit. Donc, les travaux d'entretien, on fait beaucoup présentement la nuit. Mais il faut faire la différence. Même dans les pays développés où on fait les travaux de nuit, je connais, il y a beaucoup de travaux qui se font de nuit, mais tu fais la nuit, c'est des travaux, c'est des petits travaux, et vous venez boucher les trous et le matin les gens trouvent que les voies sont ouvertes. Donc on fait la fermeture par exemple à 22h, la fermeture des voies, et il y a d'autres voies alternatives qui sont proposées, vous les empruntez pendant la nuit et à 5h, 6h du matin, on nettoie tout et il n'y a plus personne, la voie est libre pour la circulation. On va arriver vers ça, en tout cas à Conakry pour l'entretien. Mais quand il s'agit de faire des travaux de réhabilitation partout au monde, ce n'est pas un dîner, il y a des fermetures des voies, des courtes durées, des longues durées. Et il ne faut pas se faire d'illusion qu'on ne fera pas ça. On ne peut pas venir décaper 1 kilomètre des routes, remplacer toutes les couches et remettre le bitume avant le matin pour que les gens circulent. Ça n'existe nulle part. Ça ne se fait pas. On veut dire par exemple que les gens travaillent le matin et la nuit et puis les week-ends pour achever rapidement. C'est-à-dire ça réduit le délai ou vous pensez que ça fait des surcoûts? Ah non, oui, bien sûr. Ah, ça a un coût. Ça a un coût, bien sûr. Et les travaux de nuit ne sont pas honorés de la même manière que les travaux du jour. On est en train d'aller graduellement les emmenant vers ça, mais c'est sûr, quand quelqu'un travaille la nuit, et ailleurs aussi, comme en Guinée, il est payé plus cher que s'il travaillait le jour. Monsieur le secrétaire général, il y a certains endroits aujourd'hui, on voit le béton, il y a d'autres, on voit le goudron. Oui. Pour parler terre à terre, qu'est-ce qui différencie le béton du goudron au niveau de la chaussée? Je parle par exemple du carrefour de Matoto. Du carrefour de Matoto, bon, c'est un bon exemple. Vous savez, il y a différents types de matériaux, il y a certains qui se comportent mieux à certains endroits que d'autres. Donc le goudron, en l'occurrence, au niveau de Matoto, c'est mal comporté. C'est pour cela, chaque année,
on venait mettre encore des couches de goudron et ça ne tenait pas. Il y a des efforts de cisaillement. Dans ce rond-point, c'est beaucoup fréquenté par les camions également. Donc, nous avons jugé nécessaire d'apporter une autre technologie, c'est la technologie du béton armé continu. Ce béton armé continu, sa qualité fait qu'il y a certes des micro-fissures, c'est calculé pour ça, pour qu'il y ait des micro-fissures, mais pas des grosses fissures, et ça tient longtemps, sans entretien par rapport au bitume. Là, le goudron, chaque année, on venait pour racler et rajouter encore, mais cette fois-ci, on a enlevé tout ça, on a remplacé les couches de base par le granit concassé et le béton de propriété qui faisait au minimum 10 cm et le vrai bac, le béton armé continu. Et avec cette technologie, on fait aujourd'hui les meilleures autoroutes dans les pays développés. C'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. C'est sûr qu'on n'est pas au point de la technologie. Et je suis désolé, encore une fois, on présente nos excuses pour les désagréments causés par ces travaux-là. Mais c'est des travaux, en principe, dans les pays où ils ont les équipements pour, qui ne devraient pas prendre un mois, mais on fait quelques mois ici avec nos moyens de bord. Sinon, ce n'est pas un travail d'un mois. En principe, le rond-point de Matoto, quand on commence, nous n'avons pas ces machines. Oui. Et le béton là va durer plus longtemps que l'asphalte. Ça, quand on fait le bac, c'est au minimum 15 ans, 20 ans sans intervention majeure. Monsieur le directeur général, avant de revenir sur les questions générales, il y a un tout petit peu, je n'ai pas demandé votre avis sur justement ces passations de marché, parce que vous le savez, vous avez dit comment est-ce que ça se passe. Oui. Est-ce que vous avez des observations particulières? Parce que je reviens encore sur le sujet, Madame la ministre elle-même est allée sur le terrain, elle a demandé à ce qu'une entreprise reprenne les 70% du travail qu'elle avait effectué. Donc, est-ce que vous avez des observations à ce niveau? Oui, notre mode de passation, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger. J'étais étonné, je vois que tous les marchés passent par les marchés publics. Quand je suis arrivé en Guinée, je ne sais pas comme ça ailleurs. Ailleurs, les départements sont responsabilisés. Si j'ai un marché de construction de routes, quand on a un marché de construction de routes à passer, c'est le département des routes qui s'occupe de ça, du début jusqu'à la fin. Là, il a des éléments qui peuvent juger la pertinence d'une offre, qui peuvent dire, oui, une offre est meilleure par sa qualité ou par son prix, ou les qualités sont les mêmes, on peut... Mais encore une fois, prendre tous les marchés du pays et que c'est traité au niveau d'un seul bureau, je trouve que ça, on surcharge les bureaux et le travail des qualités peut être fait au niveau des départements ministériels. On peut faire comme ailleurs, où tous les départements ont en son sein une équipe, une direction de passation des marchés. Là, le département maîtrise tout. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, dans la vraie vie, en Guinée, le département sectoriel est responsable du document qu'il élabore, mais n'est pas responsable de la passation du marché. Donc, quand le problème arrive, ah oui, on n'est pas responsable de ça, ce n'est pas nous qui avons choisi l'entreprise. Ce qui a expliqué que Madame la ministre, par exemple, après sa tournée à l'intérieur du pays, elle a fait ce constat, elle a eu des difficultés d'annuler le contrat, par exemple. Oui, et il y a on ne peut pas annuler le contrat du tic au tac, il y a des procédures à suivre. Également, c'est prévu par les codes des marchés publics, c'est prévu. Et on peut annuler un contrat sous certaines conditions. Si les conditions sont remplies, là, on annule. Mais aussi longtemps que ces conditions... Qui explique que son autorité ne pouvait que demander la reprise du travail.
À la reprise du travail, ça fait partie du contrat. Également, si le travail n'est pas fait comme ça devrait être fait, selon les règles de l'art, nous avons le maître d'ouvrage à l'obligation de demander à l'entrepreneur et qui a l'obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art, de reprendre les travaux à ses frais. On a vu ça ailleurs et même au niveau du rond-point de kilomètre 36, on a demandé à l'OAS de reprendre les travaux à ses frais. Et ils vont refaire ces travaux du rond-point parce que la réception provisoire de ce rond-point n'a même pas été faite encore. Et il y a eu des dégradations. Donc, ils sont alignés pour faire reprendre ces travaux. Monsieur, oui, allez-y. Donc, moi, ce que je recommande, que les passations de marché soient organisées en Guinée comme ailleurs. Il y a un bureau externe, le marché public va régulariser ça, va surveiller, va venir pour mettre son œil d'expert. Mais s'il se passe au niveau des départements ministériels, ça va être plus rapide. Il y a des experts au niveau de ces départements qui vont siéger. Moi, j'ai participé à des comités de sélection, mais comité de sélection, aucune entreprise ne sait que j'avais été sélectionné pour analyser son offre. Mais aujourd'hui, ça, ce n'est pas un tabou en Guinée. On connaît tous les membres des commissions. Ça, il faut que cela change. Comme ça, parce que quand on les connaît, on a accès à eux. On a accès à eux. Et aussi, l'idée de conflit d'intérêts, ce n'est pas bien traité. Et tu signes un engagement en tant qu'ingénieur. Si tu participes à une commission de sélection des entreprises comme ça, je n'ai pas mon beau-frère qui est travailleur dans l'entreprise X. Si, quand je prends connaissance, comme moi, quand on m'a choisi pour faire partie de ces commissions-là, je ne connais pas le nom de ces entreprises, mais quand je me retrouve dans la commission, je prends connaissance des entreprises qui ont soumissionné, je vois, ah oui, ça c'est l'entreprise de ma belle-sœur ou bien de mon beau-frère ou de mon frère. J'ai l'obligation de déclarer ça au président de la commission et je rends ma démission qu'on me remplace par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Je verrai, il y a la société. Humainement, oui. Vous avez penchant naturellement. Voilà. Donc, quand il y a des cas comme ça, que les gens aient vraiment cet orgueil de leur métier pour dire non, je ne peux pas participer. Quel est le bilan de votre département de réalisation de travaux ces dernières années? Je prends par exemple l'autoroute de Conakry à Koya. Ah oui, c'est le bilan. Je dirais que le bilan est extrêmement positif. Et parce que nous avons réalisé pas mal de choses. Quand je prends les villes de l'intérieur, il y a eu des bitumages, des voiries à l'intérieur dans beaucoup de villes telles que Gekedou, Dingirai, Kankan, Sigiri, Télémélé, Mamou et d'autres. Et pour Conakry, je vais terminer par l'autoroute Fidel Castro, mais avant ça, nous avons fait, il y a eu la bretelle Anta Symphonia, il y a eu la T5 et nord et sud. Donc des deux côtés de la route Le Prince, il y a T6, nord et sud également, qui ont été exécutés, les deux côtés de la route Le Prince, et la T7 qui est en cours, de Symphonia en passant par Tombolia, de Symphonia à Tombolia jusqu'à l'autoroute. Ça, c'est en cours d'exécution. Et également la T7, la voie express de la T7, de Symphonia jusqu'à Kagbele, qui est en cours d'exécution, 2 fois 2 voies, et puis 2 voies latérales, une voie de chaque côté également. Ça, c'est en cours, c'est bien avancé. Et c'est fait dans ces dernières années. Également, nous avons entamé la construction de la transversale 8, 9, et la transversale 9 et la T10 également. Et ces travaux aussi sont en cours. Ça, c'est au niveau de la voirie, sans parler des travaux d'entretien de tous les jours.
il y a également, les travaux d'urgence aussi s'ajoutent à ça. Il y a également sur les routes nationales. Les routes nationales, il y a eu Kouramandi-Mandia-Sinturu, 30 km, ça a été livré. Et c'est sur le tronçon Labé-Koundara et frontière Sénégal. Il y a également Komba Bouméoum et la bretelle d'accès à Gawal qui totalise 105 km. Il y a la route Beila-Zérekore, 130 km. Il y a également la route Kissidou PK63 Gekedou, donc c'est jusqu'à 18 km avant Gekedou qui avait été réalisé et livré également à la circulation, qui totalise 63 km. Il y a également d'autres avancées sur certains projets. On est en appel d'offres, on est en dépouillement déjà. Le rapport est attendu très prochainement sur le dernier tronçon de Kissidou-Gekedou, les 18 derniers kilomètres qui restent. Ça, on va connaître bientôt l'entreprise qui va exécuter les travaux. Il y a également Dabola-Kouroussa. On a le financement de la BID à 100%. Et l'appel d'offres a été lancé et on va connaître bientôt également les entreprises qui vont exécuter les 2 lots de Dabola-Kouroussa. Voilà. Et il y a d'autres perspectives également au niveau de... c'est là, les choses sont avancées. Les 35 km de Gekedou à Konembadou. On a également 35 km là. L'appel d'offres va être lancé très bientôt. Il y a également Conakry-Koya, par exemple. Conakry, oui, je termine par ça. L'autoroute Fidel Castro, parce que c'est illustratif. Avec ça, c'est du concret. Les gens peuvent mesurer et ils peuvent toucher ce qui est fait. L'autoroute Fidel Castro du Palais du Peuple jusqu'à Koya totalise 46 km. Et avant l'arrivée du professeur au pouvoir, on avait réalisé des ponts du Palais du Peuple jusqu'à Matoto. Ça, c'était fait, qui totalise 16 km. Les 30 derniers kilomètres de Matoto à Anta, Anta Dapompa, Dapompa kilomètre 36 et de kilomètre 36 à Koya totalise 30 km. Et ça a été fait en moins de 7 ans par le professeur Alpha Condé. Donc vraiment, l'élan est très bon pour les travaux routiers et je pense que on va augmenter cet élan-là avec les promesses en Chine et en Europe qui ont été faites pour les infrastructures. Justement, ces promesses, on a aujourd'hui des promesses allant jusqu'à plus de 40 milliards. Oui. Notamment donc, quand on prend les promesses, comme vous avez dit, l'Europe et de la Chine. Est-ce que votre département a une capacité d'absorption? Parce que le chef de l'État en parlait, récemment, qu'il y a aujourd'hui des problèmes au niveau et du public et du privé sur les capacités d'absorption, malgré qu'il y a ces intentions-là. Est-ce que votre département en a? Et sinon, quelles sont les mesures que vous envisagez pour vous doter des capacités nécessaires à absorber ces montants qui doivent revenir au département des travaux publics? Je pense que notre département est le département qui pourra consommer plus rapidement ces montants-là. C'est sûr qu'en quelques années, même si on nous donne la moitié de ça, on pourrait être en mesure de les consommer vu les problèmes que nous avons. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il y a un problème au niveau des études. Il faut qu'on parvienne à résoudre ça. Il faut qu'on fasse les études. Même si on dit que l'argent est là, pour ces travaux, il faut des études bancables, il faut des études de faisabilité. Il faut donc financer les études. Il faut financer les études. Et avoir l'expertise nécessaire. Ah oui. L'expertise, ça ne pose pas de problème. Si on a l'argent pour faire les études,
on peut réaliser les études très rapidement. On a quand même, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient nous faire rapidement ces études-là et pour monter les dossiers bancables pour aller à la recherche de ces financements. Ça, c'est bien faisable. Nous avons beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui engagent leurs propres moyens pour faire les études de faisabilité. Quand on a les MOU avec eux, ils font les études de faisabilité à leurs propres frais et quand il y a le financement, ça va couvrir les coûts de ces études-là. Mais ça, c'est pas la meilleure manière. C'est qu'on peut faire si on peut trouver un fonds pour les études. Parce que quand on a des bonnes études, je n'ai aucun doute qu'on va avoir des financements et quand on a les financements, les travaux vont se réaliser. Monsieur, et toutes les entreprises du monde viendront pour transformer la Guinée en Chine. Souhaitons qu'il en soit ainsi puisque le pays en a besoin. Est-ce qu'on peut savoir à présent le message que vous avez pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent, surtout en République de Guinée? Le message que j'ai pour les téléspectateurs, c'est de leur demander une patience quand on est en chantier, quand il y a des travaux routiers, de nous accorder une chance et de savoir qu'on est là pour toute la population. On fait les travaux pour tout le monde. Parce que les routes, il n'y a pas de route pour la mouvance, il n'y a pas de route pour l'opposition. Nous empruntons les mêmes routes. Donc, je veux passer un message de prendre soin de notre bien commun. Ça appartient à toute la Guinée, ce patrimoine routier. Donc, les dégrader de manière abusive, de faire les surcharges qui causent trop de dégradations en nos routes, on doit cesser. On doit penser aux autres quand on charge. Parce que, je vous dis, M. Diallo, 1 tonne de surcharge à l'essieu cause trop de dégradations à la route. Donc, pour gagner 100 000 francs de plus, si vous devez détruire toute une route, ça ne vaut pas la peine. Il faut prendre soin, il faut prendre les charges normales et ne pas être en surcharge parce que ça cause trop de peine. Les routes sont calculées. Quand quelqu'un vous dit, cette route, elle va prendre 15 ans, elle a une durée de vie de 15 ans, c'est quand on respecte les normes. Quand on respecte toutes les normes et les charges à l'essieu sont respectées, oui, la route va durer 15 ans. Mais si on surcharge trop, on risque de se retrouver avec une route qui aurait duré 15 ans, mais qui va faire 3 ans ou 5 ans au maximum. Mais ça, c'est très dommage, c'est des investissements très coûteux. Et je vais dire également aux téléspectateurs que l'espoir est permis. Nous avons beaucoup de promesses aujourd'hui qui vont devenir réalité. Parce que le développement de la Guinée passera obligatoirement par le développement de cette route-là. Comme disait un penseur, la route du développement passe par le développement de la route. Merci donc, Monsieur le Secrétaire Général. C'est sur cette citation de ce penseur que prend fin cette émission Parlons-en aujourd'hui. Nous avons parlé de la route, de l'état de nos routes, avec un invité. Il s'agit de Monsieur Kadiata Mamoudou Kaba, qui est Secrétaire Général du ministère des Travaux Publics. À lui, merci d'être venu. À vous, merci de l'avoir reçu. À tous et à toutes, excellente soirée.